bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, une spéciale finance-climat. Il y a 5 ans, l'accord de Paris signait l'acte de naissance de la finance verte. Mais la pandémie de Covid-19 a eu aussi raison de l'élan des investissements verts. Au Maroc, et selon la banque d'investissement CDG Capital, le manque financier par rapport à l'achèvement des engagements climatiques est de plusieurs milliards de dirhams annuellement, 60 milliards selon les calculs des experts de la banque. Pourtant, le royaume, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a revu à la hausse 2 objectifs majeurs, soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 32 à 42% et de hisser la part des énergies renouvelables dans la capacité électrique installée en la fixant à 52% au lieu des 42 initialement prévus. Cela dit, le ralentissement des investissements verts n'est pas propre au Maroc. La pandémie aussi a eu raison de l'élan mondial dans le financement vert. Naturellement, pour lutter contre les effets du changement climatique et orienter davantage les flux de capitaux vers une économie plus durable. Ce soir donc, nous allons dresser le bilan et prospecter les pistes de relance pour la machine de l'économie verte, en compagnie de Benoît Leguet, directeur général d'I4CE, Institute for Climate Economics, think tank français fondé par la Caisse de dépôt française et l'Agence française de développement. Bienvenue à tous. Et avant d'établir le contact avec notre invité, Ala Benani plante le décor avec les chiffres actuels de la transition climatique et ses mécanismes de financement au Maroc et dans le monde. Bien que le financement de la transition économique soit chamboulé par la pandémie, les sommes investies par plusieurs pays à ce propos présagent une relance convalescente. Au niveau national, par exemple, sur la période 2011-2018, le Maroc a investi 111,5 milliards de dirhams, principalement dans les secteurs de la production de l'énergie centralisée, des transports et de l'agriculture. Entre 2016 et 2020, les acteurs publics marocains ont généré 5,6 milliards de dirhams d'investissement climat par an, soit 40% des investissements climat du pays. Quant aux bailleurs de fonds internationaux, ils ont contribué au financement des investissements climat au Maroc à hauteur de 6 milliards de dirhams par an, soit plus de 43%. Les secteurs de l'énergie et du transport ont attiré à eux seuls plus de 90% de ces financements. Au niveau international, la dernière action relative à la finance climat date du 18 novembre. Plusieurs organisations des Nations Unies ont débattu du financement de projets innovants liés au changement climatique dans les pays en développement. Ainsi, un montant de 10 millions de dollars a été débloqué. Les subventions qui seront accordées sont plafonnées à 250 000 dollars pour chaque projet. De son côté, l'Institut de l'économie pour le climat a proposé un plan de relance mondial qui permettrait de déclencher une impulsion publique. Budget estimé 9 milliards d'euros. 13 secteurs ont été identifiés pour la transition bas carbone. Objectif, générer 21 milliards d'euros d'investissements supplémentaires chaque année. Il y a plus de 10 ans, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020. Mais pas que, ils se sont également engagés à réduire leurs émissions de CO2 et à aider les pays en développement dans leur lutte contre les effets des changements climatiques. La COP26 qui sera organisée à Glasgow sera l'occasion de faire le point et de mettre au clair quelques zones d'ombre entourant la gestion des fonds dédiés à l'aide au financement du climat. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Paris Benoît Leguet, directeur général d'I4CE, Institute for Climate Economics. Bonsoir Benoît Leguet. Bonsoir. Avant de peut-être parler des détails actualisés, n'est-ce pas, de l'investissement vert dans le monde et au Maroc, parlez-nous de ce business model pré-Covid et post-Covid-19, notamment en termes de gestion de risque, ce business model de la finance climat. Alors la finance climat et plus largement la finance liée au développement durable part d'un constat relativement simple. On a besoin de notre environnement pour vivre et donc ne pas prendre en compte l'environnement. À la fin, cela fait peser un risque pour le secteur financier. Vous savez que le secteur financier fonctionne assez avec des mots du type rendement et risque. Et donc si on a un risque sur la stabilité ou sur le futur du système financier, là, c'est quelque chose qui commence à préoccuper les financiers.
Donc le business model, entre guillemets, il est là. La finance existait avant l'accord de Paris, avant 2015, avant le Covid. Et depuis l'accord de Paris, on commence à comprendre notamment qu'il y a un certain nombre de risques que le climat fait peser sur les systèmes financiers. Et c'est notamment ces risques qu'il s'agit d'adresser, comme on dit en très mauvais français, c'est-à-dire de prendre en compte. Alors, mais les experts proposent en tout cas de justement réorienter les flux de capitaux vers une économie plus durable. Mais est-ce facile en termes justement d'encouragement de ces investissements-là? Est-ce qu'aujourd'hui, un investisseur, il est plutôt tenté, bien sûr, compte tenu du risque, vous l'avez dit, d'investir dans des projets durables? Alors, très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, l'appétit des investisseurs n'est pas forcément dans le sens des projets durables, puisque les projets durables comportent également un certain nombre de risques. Ce sont souvent des technologies émergentes, des nouveaux projets, et les investisseurs ne sont pas, disons, accoutumés à ce genre de nouveaux projets, et donc ont tendance à surévaluer ou à évaluer les risques de façon un petit peu élevée. Là, vous avez à l'image l'image de Nour, donc d'une centrale photovoltaïque, photoélectrique, pardon. C'est typiquement le genre de projet sur lesquels on se dit il n'y a pas ce que les financiers appellent un track record, c'est-à-dire finalement un historique de financement de ces projets qui fait comprendre aux investisseurs le profil de risque, disons, lié à l'investissement dans un projet. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas complètement aligné. Il faut se souvenir, l'accord de Paris appelle à l'alignement des systèmes financiers avec les objectifs climatiques. Oui. On a fait beaucoup de progrès au niveau mondial depuis 2015, mais nous sommes encore loin du compte aujourd'hui. Et ce qu'il manque, ce sont notamment tout un certain nombre d'incitations dans ce que je vais appeler l'économie réelle, afin que les investisseurs viennent apporter des capitaux qui ne manquent pas à des projets qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone et plus largement et à l'adaptation au changement climatique et donc aux objectifs de l'accord de Paris. Alors, l'institut que vous dirigez, donc la I4CE, l'Institut du climat, ou en tout cas de l'économie du climat, a réalisé un panorama des finances climat, notamment au Maroc. Quels sont les objectifs de ce panorama, Benoît Leguet? Alors, nous avons effectivement aidé, nous n'avons pas réalisé nous-mêmes ce panorama, nous le réalisons en France, puisque nous sommes basés en France, nous le réalisons en France depuis 2012. Les objectifs, pour parler du cas français, puis je vais tout de suite passer au Maroc ensuite, c'est très simple. C'est tracer chaque année les investissements dans l'économie réelle, donc les projets du type Nour ou équivalent, les investissements bas carbone, donc qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone, et de voir année après année qui sont les porteurs de projets, quels sont les montants mobilisés, dans quel secteur ont lieu ces investissements et d'où vient l'argent, si c'est de l'argent public et privé, et quels sont les canaux d'investissement qui ont été mobilisés. Et ce qu'on fait, on projette ce qu'on observe aujourd'hui à une année donnée à ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs climatiques que le pays s'est fixés. Alors on le fait en France, comme je vous le disais, depuis 2012, et donc en France, on constate un déficit d'investissement pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés. Nous avons voulu répéter cet exercice au Maroc, parce que ça nous semblait intéressant pour d'autres pays, et donc avec le soutien de la Caisse de dépôt et gestion du Maroc, qui nous soutient, qui soutient I4CE, nous avons effectué un travail, et quand je dis nous, ça a été un travail avec une équipe marocaine et nous-mêmes, donc nous-mêmes basés à Paris et l'équipe marocaine basée au Maroc. L'équipe marocaine a travaillé et a fait un recensement des investissements bas carbone au Maroc et les a comparés à ce qu'il faudrait faire, bas carbone et résilient au changement climatique, et les a comparés à ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs du pays. Donc l'objectif finalement, c'est d'aider, d'apporter des éléments au pouvoir public afin de pouvoir piloter la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique, puisqu'on part du principe qu'on ne va pas arriver à cette transition complètement par hasard. Il faut du pilotage, de l'action publique pour y arriver, afin de générer des flux d'investissement publics et privés. Nous allons revenir à cet aspect de financement public et privé. Alors, je voudrais peut-être en savoir un peu plus sur les tendances, les premières tendances qui ressortent de ce panorama. Vous avez déjà travaillé dessus. Je rappelle que les résultats, en tout cas le rendu final, est attendu pour 2021. Mais quelles sont les tendances qui en ressortent pour le Maroc? Alors, les grandes tendances. Premier point,
Nous avons bien noté que le Maroc était un pays ambitieux pour le climat avec des objectifs de réduction d'émissions, ça a été rappelé, ambitieux à horizon 2030 et même au-delà. Et donc, ce qui nous a semblé, donc on a regardé les investissements bas carbone, ça a été pointé dans le reportage. Aujourd'hui, le Maroc, sur la période 2011-2018, a beaucoup investi dans certains secteurs et notamment dans la production d'énergie centralisée. Donc on a vu par exemple la centrale Nour, les transports et les projets d'adaptation au changement climatique, principalement dans le secteur agricole. Petite particularité, j'allais dire marocaine, certainement, l'adaptation au changement climatique est effectivement un sujet prégnant pour le Maroc. Le Maroc perçoit déjà des effets du changement climatique sur son économie et donc suivre les projets d'adaptation est quelque chose d'extrêmement utile. Mmh. On voit par ailleurs que les montants d'investissement favorables ont progressé sur la période 2011-2018, mais néanmoins que la majorité de ces investissements ont été engagés avant 2012. C'est-à-dire, pour le dire un petit peu différemment, ce sont des vieux projets, entre guillemets, qui ont été engagés il y a longtemps. Les montants ont continué à monter, mais on peine aujourd'hui à voir les nouveaux projets. Une tendance que l'on constate aussi, c'est que les bailleurs internationaux ont joué un rôle primordial dans le financement de la transition bas carbone au Maroc sur les dernières années. Donc, bailleurs internationaux, ça veut dire à la fois les banques de développement, mais également, l'articulation de l'engagement du Maroc dans le cadre de l'accord de Paris, donc la contribution déterminée au niveau national, avec justement l'appui international des différents projets. Vous savez que le Maroc a des ambitions, je l'ai rappelé, mais une partie de ces ambitions, et c'est normal, sont conditionnées à un appui international par des bailleurs du type banque de développement ou fonds vert pour le climat. Et ces actions aujourd'hui conditionnelles sont essentiellement planifiées sur la décennie à venir. Donc on ne les voit pas encore aujourd'hui dans le rétroviseur, mais quand on regarde un petit peu au loin, on les voit. Voilà. Et peut-être pour le dire de façon très très rapide, même ça va me permettre de faire justement le lien avec le public privé, les investissements réalisés donc, sont aujourd'hui insuffisants, pas dans l'absolu, mais au regard des besoins d'investissement climat du Maroc, c'est-à-dire si on compare les ambitions du Maroc avec ce qu'on fait aujourd'hui, on constate un déficit d'investissement à la fois du côté du bas carbone et du côté de l'adaptation au changement climatique. Alors je dis, c'est pour vous faire peur ou vous faire rêver selon, parce qu'il y a deux façons de le voir. On peut se dire soit c'est terrible, on n'atteint pas nos objectifs, on ne va pas y arriver. La version que je préfère, c'est plutôt, ce sont des opportunités d'investissement pour les acteurs privés, publics et les bailleurs internationaux. Nous avons des opportunités d'investissement au Maroc sur la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique. Voilà, donc ça c'est la façon positive de le présenter que je présente. Et pour ça, il va falloir du public, des bailleurs internationaux et de l'argent privé. Est-ce que vous pensez, Benoît Leguet, est-ce que vous pensez que la crise pourrait avoir un effet à moyen, voire à long terme sur ces investissements verts? Cette crise, bien sûr, liée à la Covid-19. Oui, alors la crise pourrait avoir un impact, et un impact qui pourrait aller dans deux sens. Mmh. Le premier impact, je vais commencer par ça. Vous aurez compris que je suis quelqu'un de plutôt optimiste sur cette transition. Il faut l'être, parce que nous avons un vrai défi devant nous. Je vais commencer par le côté négatif. La crise, évidemment, va de façon potentiellement impacter négativement les capacités d'investissement des acteurs privés et publics. Donc ça, il faut s'attendre dans les prochaines années, dans les prochains mois, à voir peut-être les investissements décroître parce que les capacités des acteurs vont aller en diminuant. Aujourd'hui, l'argent public est mobilisé, semble-t-il, sans fin. Demain, ça sera peut-être un petit peu différent. Donc, outre cette question d'impact de la crise Covid-19 et cet optimisme que vous avez affiché, quid des incentives? Alors, est-ce qu'on ne devrait pas avoir davantage d'incitations pour le secteur privé pour adopter une attitude verte d'investissement dans leur entreprise, par exemple? Alors certainement, il faudra avoir ce type d'incitation. En fait, ce que le panorama des investissements climat permet de montrer, c'est le déficit d'investissement. Bas carbone et résilient au changement climatique. Ensuite, ça permet de poser tout un tas de questions. Si l'investissement n'est pas là, c'est peut-être, comme vous le dites, qu'il n'y a pas les bonnes incitations. Les acteurs privés se lancent et acceptent de prendre un risque. Alors, les incitations, il y en a, là, on peut sortir le catalogue, les incitations qui peuvent être envoyées au secteur privé. Si vous êtes un investisseur, vous
vous assurer que le ratio rendement-risque, disons, est à peu près cohérent avec ce que vous en attendez. Et donc, ce qu'on peut vous donner, disons, c'est des incitations du type soit des signaux prix, par exemple, mettre des subventions ou des taxes. On peut également mettre des normes. La rénovation énergétique du bâtiment, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Mettre une norme qui permet finalement de donner un sens économique à des projets bas carbone. Et puis, plus largement, on peut essayer, disons, de mobiliser la palette des outils publics afin d'inciter les acteurs économiques à investir dans du bas carbone plutôt que dans du intensif en carbone. Je finis d'ailleurs en disant qu'il y a une incitation qui est un petit peu molle, entre guillemets, mais qui est, à mon sens, utile. C'est le travail qui a été fait par le panorama des investissements climat. Finalement, qu'est-ce que ça donne aux acteurs privés? Ça leur donne une vision des montants d'investissement nécessaires à l'atteinte des objectifs climat du Maroc. Donc si moi j'étais un acteur privé marocain, je me dirais, tiens, là j'ai un marché. Là j'ai un marché, je peux me lancer, je peux recruter du monde, je peux former des gens. J'ai un marché potentiel de tant de milliards de dirhams. Voilà finalement quelque chose dans lequel moi je peux prendre un risque et investir, mais quelque part en bordant mon risque. Donc même ce type d'outil qui donne de la visibilité aux acteurs économiques a de notre point de vue un intérêt puisque ça leur permet, si je peux employer un gros mot, disons, ça permet de les aider à faire leur business plan, disons, pour donner un gros mot anglo-saxon. Très bien. Passons à présent, ou avant de passer justement aux aides censées financer des projets pour lutter contre le changement climatique, ces 100 milliards de dollars annuels conclus lors de l'accord de Paris, je voudrais parler avec vous des green bonds. Quelle est la santé aujourd'hui des green bonds dans le monde et notamment pour le Maroc? Alors, sur le Maroc, je vais être un petit peu court pour vous répondre, mais je peux vous donner une image, disons, au niveau mondial. Alors, le marché des obligations vertes, donc des green bonds, est un marché qui se porte bien, qui croît en volume et sur lequel il y a un certain appétit des investisseurs qui veulent, entre guillemets, verdir leur portefeuille, c'est-à-dire montrer finalement qu'ils font des choses cohérente avec l'accord de Paris. Et donc une façon relativement simple pour un investisseur de verdir son portefeuille, c'est d'acheter des obligations vertes plutôt que des obligations, pas vertes entre guillemets, c'est-à-dire des obligations standards. Alors, je vous interromps juste par rapport à ces financements étiquetés climat. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une bonne question et la réponse est un petit peu compliquée en fait. Les investissements climat à grosse maille, c'est tout ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est la réponse courte. Et si vous voulez un peu plus dans le détail, et de s'adapter au changement climatique. Et si vous voulez un peu plus dans le détail, il ne faut pas regarder uniquement les investissements qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Si je reviens sur les objectifs de l'accord de Paris, l'objectif de l'accord de Paris, c'est pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de ramener les émissions à zéro avant la fin du siècle. C'est-à-dire, c'est aller bien au-delà de réduire, il faut vraiment les ramener à zéro avant la fin du siècle. Et donc, évidemment, on est aujourd'hui en 2020. La fin du siècle, c'est à la fois demain et dans très longtemps. Mais les investissements verts, finalement, sont ceux qui vont permettre de nous amener vers la neutralité carbone avant la fin du siècle au niveau mondial. C'est-à-dire, c'est des investissements qui vont réduire les émissions, mais qui, en plus, vont les réduire suffisamment pour qu'on arrive à la neutralité carbone à horizon 2050. Pour vous donner un exemple, vraiment, alors, ce qui n'est pas vert, par exemple, on a des raisons de penser que le charbon n'a plus beaucoup de place dans un monde neutre en carbone. À l'autre bout du spectre, on a des raisons de penser que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique a toute sa place dans un monde neutre en carbone. Et puis au milieu, on a des choses du type le gaz naturel. Le gaz naturel, si vous passez du charbon au gaz naturel, ça permet de réduire les émissions, de les diviser par 2. Mais ce n'est pas assez pour ramener les émissions à la neutralité carbone. Donc c'est peut-être une solution de transition, mais ce n'est pas une solution durable, en tout cas pas à horizon 50 ans. Donc voilà pour vous dire, il y a du marron à peu près certain, il y a du vert à peu près certain, et puis au milieu, il y a une zone qui aujourd'hui est peut-être verte, mais demain le deviendra moins, pas parce que les technologies vont changer, mais simplement parce qu'on va se rapprocher de la neutralité carbone. Et puis j'ai donné les exemples énergétiques, mais il y a tout ce qui est transport, enfin mobilité, alimentation, c'est tout ça qu'il faut finalement transformer, donc c'est tous ces investissements verts qu'il va falloir mener à bien.
Vous avez cité justement cet accord de Paris et aujourd'hui, il y a comme une certaine polémique autour des aides, n'est-ce pas, aux pays du Sud, donc les pays développés vers les pays du Sud, pour les aider à lutter contre les changements climatiques. Et je voudrais m'arrêter sur cette question qui justement pose problème pour nombre d'ONG par rapport à la répartition géographique de ces aides. Qu'avez-vous à dire là-dessus, Benoît Leguet? Alors, au-delà de la répartition géographique, il y a quand même un sujet qu'il faut bien garder en tête. Dans l'accord de Paris, il y a un chiffre qui figure, qui est que les pays développés doivent mobiliser au minimum 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement afin de les aider à assurer leur transition. C'est un engagement qui a été pris par les pays. Alors, qui est tenu ou pas tenu, ça dépend. Là, vous avez différentes évaluations. Évidemment, les pays développés disent « bah oui, on tient notre engagement, etc. » Et puis, les pays en développement disent « non, l'engagement n'est pas tenu ». Donc, voilà, là, tout dépend de la façon dont on compte. Et je ne voudrais pas rentrer dans ce débat parce que là, on peut y passer des heures. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un sujet qui est que le débat sur la transition ne se résume pas aux 100 milliards. C'est-à-dire, les 100 milliards, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de négociation, c'est important. Il ne faut pas que les pays développés se dédisent de leur engagement. Mais si on veut assurer la transition au niveau mondial, les besoins dans les pays en développement sont plutôt de l'ordre de 5 000 milliards de dollars par an. Mmh. C'est-à-dire que les 100 milliards à côté, c'est ce qui peut aider, mais ce n'est pas ce qui va faire. Oui, mais cela dit, c'est l'Afrique qui a peut-être plus besoin que d'autres pays en Asie, par exemple, et qui ont droit à plus d'aide par rapport à ces 100 milliards de dollars. Exactement. Alors, il y a une question de répartition géographique. Il va peut-être falloir flécher ces 100 milliards là où ils sont le plus utiles. Mais néanmoins, j'attire quand même votre attention que même dans les pays qui recevraient le plus d'argent, peut-être l'Afrique, peut-être les pays les moins développés, il y aura quand même besoin de réorienter les flux financiers dans leurs économies nationales. C'est-à-dire que l'argent international ne va pas tout faire. Et le vrai défi, c'est ça. L'épargne existe, y compris en Afrique. Il y a beaucoup d'épargne en Afrique et il faut simplement flécher, réorienter cette épargne des projets intensifs en carbone vers les projets qui permettent de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique. Et donc là aussi, retrouver des incitations. Et si l'argent public, et notamment l'argent des bailleurs internationaux, les fameux 100 milliards par exemple, peut être utile, c'est plutôt pour essayer de dévier, de faire du judo, j'allais dire, avec ces flux financiers privés qui aujourd'hui existent et de faire en sorte qu'au lieu de partir vers du marron, ces flux financiers partent vers du vert. Donc de faire levier, si vous voulez, pour disons, passer de 100 milliards à 5 000 milliards, disons, dévier vers du bas carbone. Rapidement, pour terminer sur cette question d'industrie décarbonée, quels sont aujourd'hui le Maroc s'engage davantage vers cette industrie décarbonée de par, bien sûr, les prérequis de l'Union européenne et d'autres pays destinataires des produits qui sont fabriqués au Maroc. Quelles sont aujourd'hui, justement, les bases d'une industrie décarbonée réussie à court terme ? Alors, à court terme, il y a déjà des choses à faire. Il y a déjà des choses à faire dans les secteurs industriels sur l'efficacité énergétique des sites. Une industrie efficace, décarbonée, c'est avant tout une industrie qui utilise moins d'énergie et qui ensuite utilise de l'énergie moins carbonée. Donc, on peut jouer sur ces deux leviers. Et puis, il y a également le troisième levier qu'il ne faut pas oublier, c'est les produits de l'industrie. En fait, la question que toute société, que toute entreprise industrielle doit se poser, c'est est-ce que mes produits sont compatibles avec un monde neutre en carbone, un monde 2 degrés. Si la réponse est non, ça veut quand même dire qu'il faut se poser des questions sur la stratégie économique de l'entreprise. Pour donner un exemple qui, j'espère, parlera au Maroc, l'industrie automobile. Aujourd'hui, on produit des voitures à moteur thermique. Est-ce que les voitures à moteur thermique ont un avenir à horizon 2080, 2070, 2050, 2030, etc. En 2080, peut-être pas. En 2020, peut-être. Donc, à un moment, il va falloir changer. Quand, comment, etc. et vers quoi? Grande question. C'est une question stratégique en fait pour l'industrie. Mais des véhicules électriques sont déjà fabriqués au Maroc, donc on va dire que le pas est franchi. Alors le pas est franchi, il va falloir aller au-delà. Et puis peut-être que ça ne sera pas de la voiture électrique, ça sera peut-être de l'hydrogène, ça sera peut-être autre chose. Ça sera peut-être plus de la voiture au sens où on la connaît aujourd'hui. En tout cas, il y a une vraie question stratégique à se poser pour toutes les entreprises qui aujourd'hui fabriquent notamment des véhicules thermiques individuels au Maroc. Est-ce que le monde de demain sera le même ? Je ne sais pas, vous ne savez pas, personne ne sait, mais quelque part, c'est le genre de questions qu'il faut se poser et essayer d'y répondre avec une visée vraiment stratégique. Qu'est-ce qui est compatible avec un monde 2 degrés? Quelle est ma place, moi, industrie, dans ce monde 2 degrés? Il y a de la place pour l'industrie, mais il n'y aura pas de la place pour tous les produits
et notamment les produits les plus carbonés ou les plus intensifs en carbone. Dernière question, rapidement, Benoît Leguet. Comment accélérer la transition énergétique et écologique, j'ai envie de dire, au niveau local ? Vous avez déjà planché là-dessus au niveau de l'Institut. Donc peut-être partager avec nous quelques-unes des principales conclusions à retenir. Alors là, si j'ai une conclusion à retenir, on a travaillé en France sur un sujet qui est l'évaluation climat du budget des collectivités. En France, l'essentiel de l'investissement public, c'est les collectivités. Donc si on veut de l'investissement public vert, bas carbone, il faut que les collectivités sachent ce qui, dans leur budget, aide à la transition et ce qui va à l'encontre de la transition. On a co-construit avec des collectivités territoriales françaises un cadre d'évaluation climat de leur budget. Et l'objectif maintenant, c'est de disséminer ce cadre dans l'ensemble des collectivités locales françaises, non pas afin de leur dire quoi faire, mais afin que les élus se posent les bonnes questions sur qu'est-ce qui contribue dans mon budget à la transition vers une économie bas carbone, qu'est-ce qui va en défaveur de cette transition. Ce qui est valable en France, normalement, devrait être valable dans beaucoup de pays. Il y a des collectivités locales dans à peu près tous les pays que je connais. Et donc, j'imagine que le même type de questions pourrait se poser, évidemment, adapté au contexte national et local. Merci beaucoup, Benoît Leguet, directeur général d'Institute for Climate Economics, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Très bonne soirée. À vous aussi, merci beaucoup et très bonne soirée à vous qui nous regardez et excellente suite des programmes, naturellement, sur Média TV.